Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ALD Automotive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, la dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, c'était au mois de... C'était, je pense que c'était l'année précédente, au mois de... peut-être au mois de décembre par là, 2022. Et on était en pleine acquisition ici de LeasePlan, donc il y avait une dilution qui était en cours, etc. Et voilà, l'entreprise, elle semblait intéressante à ce prix-là, mais voilà, je vous encourageais vivement à attendre la dilution, d'accord, pour ceux qui n'étaient pas encore ancrés. Et voilà, aux alentours du mois de mai ici, si on fait confiance à Google, on se rend compte que l'entreprise a complété l'acquisition ici de LeasePlan. Donc, on a émis de nouvelles actions, etc. On avait une centaine de millions d'actions. Maintenant, on va se retrouver à peu près à 500 millions d'actions, etc. Donc, elle a réussi à faire l'acquisition de LeasePlan. OK? C'est deux entités qui font à peu près la même chose. Donc, ça peut être, ce sont ces deux entités complémentaires ici. Donc, elle a également publié au mois de mai des résultats ici du premier semestre, bon, que je n'ai pas lu, bien sûr. Alors, on peut aller regarder ça ici rapidement, histoire de regarder, voilà, histoire d'avoir une idée générale. Déjà, rappelez-vous qu'elle gagnait beaucoup d'argent précédemment parce que, même si certains ne le sont pas souvent d'accord avec moi, ALD est un vendeur de voitures. Oui, oui, je sais, on loue ces voitures-là sur des plans à long terme, etc., avec des entreprises. Mais derrière, en fait, les voitures, quand on les récupère, vous pensez qu'on fait quoi avec? On les redonne à une autre personne? Non, on les revend. D'accord? Donc, vous allez voir ici que le prix des voitures d'occasion avait augmenté durant la période de la pandémie. C'est pour ça qu'on a eu des revenus aussi élevés à cette période-là. D'accord? Donc, si on prend ceci, on a eu des revenus aussi élevés à cette période-là. Et si vous regardez ceci, la marge brute, on va juste regarder ça ici, les marges brutes ont explosé. Elles ont presque doublé. Je dis bien littéralement explosé. Ça n'arrive pas parce que le business est devenu extraordinaire ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est surtout dû à la conjoncture actuelle. Et si vous allez lire les rapports financiers, il y a peut-être de fortes chances ici que le prix des voitures ait commencé à diminuer. OK? Donc, est-ce qu'on peut voir ça ici rapidement? Voilà, ici. Used Car Sale Result 190 millions vs 215 millions au Q1 2022. Donc, ça diminue. OK? Lease Contract and Service Margin 741 millions, up from 663 millions, reflecting reduction in depreciation cost and non-operating item. Attention, la réduction ici de des coûts de dépréciation ainsi que les non-operating items ici, il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Parce que je sais ici que les voitures se déprécient assez rapidement. Et si vous rédigez ce chiffre-ci, ça veut dire qu'en dépense en capital également, vous devez dépenser à peu près moins que ça. Or, si la dépense en capital est plus élevée que ça, en réalité, ça c'est un chiffre qui est clairement, ça c'est un chiffre qu'on a un tout petit peu massé. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut faire attention. Quand moi je vois ça, c'est ce qui me saute, c'est l'information que, enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit, d'accord? Donc on dit ici que voilà, on s'attend ici additional tier 1, qu'est-ce qu'il raconte ici? So that a new requirement, either we issue 750 millions additional tier 1 and 1500 millions additional 1 milliard 500 additional tier capital in order to reinforce capital structure. OK. Donc quand on parle déjà du tier 1 ici, tier 2, vous vous rendez compte ici que c'est clairement ici typiquement le jargon pour une entreprise financière. D'accord? Même si elle a tendance à vendre des voitures ici, mais il y a également un risque de. Il y a également un. Voilà. Enfin, je ne dirais pas un risque de crédit en lui-même, mais voilà, elle se comporte beaucoup comme une compagnie financière. Donc, on aura tendance ici à regarder la valeur des actifs dans le temps. Même si ces actifs-là sont des voitures, on a des voitures ici comme actifs, mais voilà, c'est ce que moi j'aurais tendance à regarder ici dans le temps. OK? So, quand je check cette compagnie-ci, du point de vue, voilà, du point de vue estimation, après, la fusion, les analystes s'attendent à quoi? Ils s'attendent ici à avoir des revenus aux alentours ici de 19 milliards l'année prochaine, 22 milliards enfin 19 milliards en fin d'année, 22 milliards en 2024, 24 milliards en 2025. Donc on a une certaine évolution. Il y a de grandes chances ici, évidemment, que ça prenne en considération la baisse du prix des voitures, etc. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant ici. Mais attention, c'était je pense que c'est la croissance qui vient de l'acquisition avec LeasePlan. OK?
Les marges brutes, on n'a pas l'information. Excusez-moi, les marges EBITDA ici, vous constatez que ces marges-là ont tendance à diminuer. On va se situer aux alentours de 10%. Et si on regarde les 10% ici, il y a de fortes chances qu'on revienne à peu près à la moyenne de ce qu'on avait précédemment. Donc, si je mets ça ici, les marges d'EBITDA avant la grosse croissance qu'on a eue ici étaient aux alentours de 10%, la ligne en jaune. OK? Donc, on va revenir à la normale. Et quand on revient à la normale ici, vous allez voir ceci. Alors, je reviens là. OK. C'est un business qui rapportait à peu près aux alentours entre 5 et 6% ici en termes de marge nette. OK. Donc, est-ce qu'on a à peu près la même chose ici en termes d'estimation future? Il y a de grandes chances que oui. Donc, vous voyez 11%, 5%, 6%, 6%. C'est eux qui disent qu'on sera aux alentours de 6,5, etc. On voit ici qu'on va rester aux alentours des 2 euros l'action en termes de bénéfice net par action. Vu que c'est un business qui est entre parenthèses, qui ressemble à une entité financière, elle n'aura pas tendance à se négocier à des multiples assez élevés. Je pense qu'on va être aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Et encore, il faut regarder vérifier même le niveau de dette nette ici. Parce que la dette nette ici est très élevée. On a une dette nette aux alentours de près, on a près de 20 milliards de dette nette. Et encore, il faudrait aller voir sur quoi est adossée cette dette nette-là. Est-ce qu'on s'endette pour acheter des voitures, etc. On revend, on rembourse la dette. C'est intéressant. C'est important à aller regarder. Les free cash flow en eux-mêmes ici, vous allez voir ils seront presque inexistants sur cette compagnie-ci parce qu'il y a une particularité. En fait, quand je vous dis que c'est un vendeur de voitures, free cash flow égale à quoi? Operating cash flow moins dépenses en capital. Or, la dépense en capital, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Si l'entreprise dépense 1000 euros en dépenses en capital, d'accord, en termes de dépréciation et amortissement, 1000 euros, imaginez qu'elle rapporte à peu près 1000 euros en operating cash flow, elle dépense 1000 euros en dépenses en capital. Derrière, au niveau de comment on appelle ça, parce que la dépense en capital va se retrouver au niveau de cash flow from investing, je pense bien. Et à ce niveau-là, vous allez remarquer qu'il y aura une ligne qui correspond ici à ce qu'on a obtenu après avoir vendu les voitures usagées. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la dépense en capital de cette compagnie-ci, c'est le capital expenditure moins, je dis bien capital expenditure, non, excusez-moi, capital expenditure, vu que le capital expenditure sera en négatif, capital expenditure plus, je dis bien, plus comment on appelle ça, plus le total issu de la vente des voitures. Donc, si on a un capital expenditure de moins 1000, OK, et qu'on a une dépense, on a un total ici en termes qui représente ici ce qu'on a obtenu après avoir vendu les voitures usagées de 500 millions. En réalité, on a une capital expenditure de 500 millions. Donc, j'ai acheté une nouvelle voiture à 1000 euros, j'ai vendu une ancienne voiture à 500 euros. En réalité, la voiture de 1000 euros qui vient remplacer celle de 500 euros m'a coûté en fait 500 euros. Donc, en réalité, si le business a rapporté 1000 euros, OK, ma dépense en capital est de 500 euros. OK? Donc, c'est pour ça que les free cash flow seront négatifs ici. Je l'ai déjà expliqué sur la dernière vidéo. Donc maintenant, si on veut faire des prévisions ici à long terme, et encore, il n'y a pas beaucoup d'analystes ici, il n'y a pas un historique sur ce business-ci, vous pouvez regarder les choses de deux façons. Premièrement, en regardant le book value, le tangible book value. D'accord? Je pense qu'il est déjà ajusté après l'acquisition ici de LeasePlan. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons un business qui peut se négocier. Voilà. Si on ferme tout, on ferme la partie opérationnelle, on vend toutes les voitures, on rembourse la dette ici, on vend les voitures à leur juste valeur, hein, la valeur dans les bilans, on rembourse la dette ici, on aura à peu près 10,83 euros par action. On compte aujourd'hui à 9,76 euros. Donc ça fait déjà un coussin de sécurité. Mais maintenant, l'entreprise ici rapporte à peu près, entre parenthèses, pourrait rapporter à peu près 2 euros par action. À 10 fois les bénéfices, on sera aux alentours ici on sera ici aux alentours des 20 euros l'action. 10 fois les bénéfices, je pense que c'est assez gentil ici. Mais vu qu'elle n'a pas un grand historique, vous allez voir ici qu'elle s'échange encore à 8 fois les bénéfices, etc. Parce que ici, il y avait, il y avait entre parenthèses des high expectations. Okay, des attentes assez élevées ici parce que voilà, le prix des voitures d'occasion avait augmenté, etc. Okay? Donc aujourd'hui, si on est conservateur, premier élément, le book value. Donc c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, je l'achète à la valeur de ces actifs tangibles par action. Et ces actifs tangibles ont tendance à augmenter. Mais maintenant, c'est un business qui me rapporte à peu près 2 euros par an. Attention, c'est un business qui est également assez endetté. Même si je vois ici que le tangible book value ici, il faut que j'aille regarder ici le niveau de dette net ici. Je ne sais pas si à ce niveau, si on a déjà, enfin, sur FastGraph, ça a déjà été ajusté.
Juste regarder ça rapidement ici. Je vois ici qu'on a une dette nette par action aux alentours de 42 euros. Donc, je pense pas que 42 euros. Attendez, je regarde ça en quarterly. On n'a pas l'information en quarterly. Donc, il faut faire attention avec ce chiffre-ci. Et même si c'était 42 euros ici, vous voyez que si on prend 42 euros de dette nette ici, littéralement, ça va. Même si on l'évalue, disons, à 15 fois les bénéfices, par exemple, sans prendre en considération la dette, etc., on sera à 30 euros. Donc, vous voyez que c'est assez bas. Si on enlève le 42 euros, on tombe à zéro ici. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire ici. Donc, on remarque ici qu'on va l'acheter à un multiple très bas ici. D'accord? Donc, je dirais, le maximum ici qu'on pourrait obtenir, au cas où ces prévisions-ci s'avèrent être justes, on sera aux alentours des 20 euros par là. 19,70 €, 20 euros. OK? Le minimum, c'est le 10 euros actuel. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec le cash qu'elle va recevoir ici? D'accord? C'est très important. Est-ce qu'elle va repayer la dette? Et encore, il faut vérifier ce niveau d'endettement-là. Quarterly, j'aimerais bien voir. Il faudrait qu'on attende ici le Q2 pour avoir cette information pour le half year ici. Donc, pour avoir l'information concernant ici le bilan financier. Donc, histoire de voir à peu près quel est le niveau de dette nette, etc. D'accord? Donc, pour l'instant, ici, on va se fier au book value. On va se dire qu'en date d'aujourd'hui, on l'achète à la valeur de ses actifs tangibles par action. Donc, tout bénéfice supplémentaire ici, toute croissance ici du bilan financier ici, des actifs dans le bilan ici, ça sera que bénéfique pour nous. En termes de dividendes ici, parce que je sais que c'est le dividende qui vous attire, c'est un business qui libère à peu près 1 euro de dividende en date d'aujourd'hui. Enfin, il prévoit distribuer 1 euro dans le futur. Actuellement, on a 0,99. 1 euro ici représente à peu près la moitié de ce qu'il gagne en termes de bénéfices nets. OK? Le 1 euro restant ici, vu qu'on a à peu près 500 millions d'actions, va servir ici à rembourser la dette. Pour le moment, on va se dire que le dividende ici, il a l'air safe. Il a l'air safe. OK? Donc, encore une fois, plongez-vous dans les rapports financiers de cette compagnie-ci, essayez de comprendre le business model et la dynamique derrière. OK? Donc, ça reste ici, voilà, un prix assez intéressant comme la dernière fois. Et comme je dis, quand je dis assez intéressant, c'est qu'on s'échange à nos book value. Si elle continue à être bien gérée, d'accord, et qu'elle ne prend pas énormément de dettes, on va avoir tendance à avoir quelque chose d'assez intéressant dans le futur. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, d'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en lien dans la description de celle-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que sur la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.